Épisode 355, déjà, on s'achemine tout doucement vers la période estivale. On en a déjà un petit peu parlé entre nous, dans l'équipe, etc. Donc on va encore regarder le suspense, la surprise, etc. Évidemment. Mais avant toute chose, il nous reste quelques épisodes à réaliser, à vous proposer, et des bonus également d'ici là. Avec moi, cette semaine, nous avons d'un côté Picaboo. Bonjour Picaboo. Bonjour, salut. De l'autre côté, la Suisse, représentée par Thierry. Salut Thierry. Salut vous deux. De temps en temps, je me dis, tiens, ça pourrait être la Bretagne aussi, parce qu'ils portent toujours des polos à rayures, des marinières, tu vois. Donc, c'est pour jeter le doute, ouais. Exactement. Ça sème un petit peu le doute, effectivement. Mais il fallait juste un tout petit calot, tu vois, comme les marins, les petits moussaillons, là, tu vois. Ce serait rigolo. Mais non. Mais si tu tends l'oreille, je pense que tu entends la mer. Ici, à 1500 mètres d'altitude, je pense qu'on entend la mer. 500 mètres d'altitude. Si on commence à entendre la mer, c'est que le niveau est vraiment beaucoup monté. Et à ce moment-là, moi, a priori, je devrais d'être sous eau. On a un programme chargé, comme chaque fois, hein, d'ailleurs. Rappelons tout de même que puisqu'il est chargé, il y aura un bonus que vous pourrez découvrir par ailleurs. Le bonus, lui, ne fera qu'une quinzaine de minutes. L'épisode ici, on prend le temps de vous dire les choses et on va prendre le temps de commencer maintenant. Avec la lettre A comme Android, Picaboo, on commence avec toi pour parler d'Android qui deviendrait presque aussi verrouillé quelque part que iOS. C'est un sujet qui fait écho à ce dont on a parlé la semaine dernière avec d'autres membres de l'équipe, puisque, je le rappelle, Google a décidé de supprimer de son Play Store 900 000 applications à peu près, qui semblaient être problématiques, soit trop vieilles, soit pas mises à jour, etc. etc. Mais tu vas nous en dire plus, puisque effectivement, ça va même plus loin, je pense. Je suis pas un expert, je vais déjà faire un disclaimer de départ, c'est que je suis pas un expert du tout d'Android, je le manipule pas, mais j'avoue que je suis tombé sur ce blog réflexion, analyse, qui est fait par d'une personne que je suis via Mastodon, et qui m'a semblé intéressant de mettre en lumière, parce que ça m'a semblé être un petit peu problématique, et puis surtout interpellant pour ceux qui utilisent Android justement. Et cette personne, je vous ai mis le lien, donc vous aurez le lien sous l'épisode, ou avec l'épisode, fait une analyse en 3-4 points pour prouver que effectivement Google serait en train de, lentement mais sûrement, de verrouiller son système d'exploitation mobile, Android donc, comme l'a fait il y a très longtemps Apple avec iOS. Pour ça, il avance quelques points assez marquants, d'après lui. Donc encore une fois, je le redis, c'est d'après lui, c'est une analyse propre à qui lui est propre. Donc après, chacun pourra juger de la pertinence de la chose ou pas. Les points sont, on va dire, divers, mais on peut dire que ça amène effectivement un miroir à ce que vous avez expliqué la semaine dernière sur la suppression d'un certain nombre d'applications qui vont être faites. Entre parenthèses, je crois qu'il y a la même chose chez iOS, où il y a des applications qui vont être supprimées aussi. Et là, dans ce cas de figure, il explique qu'il y a 3 points. Il y a 3 points qui sont... alors le premier, il explique qu'il n'est plus possible, depuis Android 11, d'accéder au stockage sur les micro SD. Et il n'est même plus possible d'accéder et de lire les données des autres applications dans Android Data. Et il explique que c'est très pénalisant puisque certaines applications de sauvegarde, par exemple, c'est problématique pour les applications de sauvegarde. Ça empêche de faire une sauvegarde de façon simple et efficace. Voilà. Lui, pour lui, ce point-là est une prévision de ce qu'il entrevoit de la part de Google, comme quoi Google obligerait prochainement à faire des sauvegardes sur cloud Google, sur le cloud de Google, obligatoirement. Le deuxième point, c'est que Google, sous prétexte d'améliorer la sécurité des données, va imposer l'authentification 0 Auth 2. Alors, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais a priori, c'est comme ça que c'est noté. On va le dire comme ça. À partir du mois de juin, donc là, dans les semaines qui viennent, pour les applications mail tierces, d'ailleurs non Google.
en l'occurrence. Ce qui pourrait, donc vous pourrez plus accéder aux boîtes mail autres que Gmail via votre appareil Android, et surtout si vous n'avez pas Google Mail. Enfin Gmail en l'occurrence, sur votre machine. Ce qui veut dire aussi que pour qu'une application puisse accéder à Google Mail ou à Gmail, il faudra que le développeur passe comment on appelle ça, un audit de son application qui lui coûtera entre 4 500 et 75 000 $. Pas mal. Voilà. Chouette. Merci pour le portefeuille. Ça refroidit, évidemment. Tout de suite. Voilà. Oui, voilà. Oh zut, j'ai fait une réflexion. Pas de bol. Et donc la conclusion, enfin sa prévision à lui, c'est que effectivement un audit de ce prix-là imposé par Google, les applications tierces vont être, il y en a très peu qui vont être capables de le gérer ou de le supporter, et que donc forcément Google réduit la possibilité d'applications tierces pour la gestion des mails sur son système. Voilà. Troisième point, c'est que les règles de Google Play interdisent pour une application en elle-même de se mettre à jour. Ça veut dire que il donne un exemple. Certaines applications il y en a une dont il donne l'exemple qui s'appelle Total Commander, qui est un gestionnaire de fichiers gratuit, d'après ce qu'il dit. Voilà, est capable de mettre à jour un certain nombre d'applications, mais aussi de se mettre à jour lui-même en téléchargeant l'APK qui va avec. Sauf que ça ne serait plus possible. Voilà. Ce qui veut dire que le développeur de Total Commander est aujourd'hui obligé, enfin a déjà fait des démarches pour faire en sorte que son application reste en ligne, mais malgré toutes ces demandes, il va être obligé d'arrêter le développement de l'application, et puis voilà, et ça sera plus possible de l'utiliser, quoi. Voilà. Et les téléchargements seront obligés d'être faits par routage, comment il dit, routage installation via ADB. Je ne sais pas ce que c'est, donc j'utilise pas ce genre de choses, moi, etc. Voilà. Petite conclusion de son histoire. C'est que Google, effectivement, sous prétexte de sécurité et surtout sur des faux prétextes visiblement qui sont avancés un peu systématiquement, referme un peu la porte à tout ce qui est à côté, et il rappelle que le cœur de business de Google, c'est pas de mettre c'est pas de vendre des téléphones ou de vendre un système d'exploitation. C'est de vendre des consommateurs, de vendre j'allais dire du cerveau, mais c'est un peu ça, voilà. Pour vous vendre de la pub, en gros, ça revient à ça. C'est bien, voilà, c'est bien d'avoir épinglé. Alors, à mon avis, il doit y en avoir d'autres qui vont faire de la mousse autour de ça aussi. Ici, il s'agit de sebsauvage.net, pour le citer. Oui, même, c'est ça. Évidemment, on met le lien, comme toujours, dans la description de ce podcast ou sur notre chaîne YouTube. Vous pourrez le retrouver sans grande difficulté. Mais c'est bien de remettre tout ça en évidence parce que, effectivement, quand on entend juste il y a 900 000 applications obsolètes, dangereuses, pas mises à jour, etc., qui vont disparaître du store, on se dit tiens, Google fait le ménage et Apple a décidé de le faire en amont, c'est-à-dire qu'ils sont restrictifs au moment de la création de l'application et sont un peu regardants, un peu est un euphémisme, sur la qualité de l'application, la manière dont elle est gérée, etc. Quelque part, ça garantit aussi un écosystème stable, propre et tout ce qu'on veut. Bon, Google a choisi de le faire à la grosse louche une fois de temps en temps, mais ça s'arrête pas là, effectivement. Et l'intention que l'on ressent, en tout cas, qu'on perçoit, en tout cas, quand on suit un peu ce que Seb Sauvage dit sur son blog, c'est qu'effectivement, il y a un intérêt technique sans doute, de qualité, bon, ça on veut bien l'entendre, mais il y a aussi cette volonté de garder un petit peu l'utilisateur sous sa coupe, et voilà, et c'est tout ce qu'on déteste chez Google, en fait, qu'on met là en évidence, soyons très clairs, parce que finalement, ceux qui disent moi je préfère Android à iOS, et pour d'excellentes raisons, disent parce que j'ai le sentiment d'avoir le contrôle sur mes données, j'ai le sentiment d'avoir le contrôle sur les applications que je veux utiliser, etc. C'est plus vrai du tout. Dans ces conditions-là. Je sais pas ce qu'en pense Thierry. Oui. Puis, ou d'abord toi, Picaboo, peut-être. Non, mais c'est surtout que c'est dommage. Enfin, moi, je suis pas du tout Android, je suis iOS. Oui. Mais je trouve quand même que c'est dommage que si ce qui est avancé là
se confirme, qu'effectivement Android se referme et que ça ne laisse plus vraiment le choix aux gens qui aimaient un système qui pouvait bidouiller, ouvert, ne puissent plus le bidouiller. Je considère que c'est vraiment un recul par rapport à ce qui existait, quoi. Qu'on apprécie l'un ou l'autre des systèmes, c'est le fait que les deux existent. C'est le fait que les deux existent. Ça laisse le choix. Qui est important, qui est intéressant et qui donne. C'est la liberté de chacun de choisir. Là, si on n'a plus le choix, c'est un peu complexe. Thierry, et puis après on passe au sujet suivant. Oui, c'est amusant comme news, sachant que nos amis de Android, ça y est, c'est confirmé. Sur un appareil Android aux États-Unis, c'est toutes les 2 minutes qu'effectivement, même si on déclenche, on se désabonne aux notifications, aux fonctions de GPS. Dans l'OS, c'est ce que disait Picaboo. Oui, effectivement, Android, c'est un moyen de plus pour Google de vendre de la data, puis de savoir toutes les 2 minutes où on est avec son smartphone. Donc ça fait un peu sourire effectivement d'un côté qui ferme un petit peu tout ça, enfin qui laisse sous-entendre que peut-être il ferme, puis de l'autre côté, oui, c'est à mettre en évidence les deux. Ouais. Et tout ça est d'autant plus. Alors, tout serait gratuit, machin, etc. On n'aurait qu'à s'en prendre nous-mêmes, mais c'est pas le cas. C'est des choses qu'on paye. On a acheté un appareil, on a acheté un système d'exploitation quelque part. Donc voilà, c'est ça aussi qui est énervant. Donc si vous êtes énervé par ça, n'hésitez pas à nous le faire savoir. On s'en fera l'écho une fois de plus, et on criera. Si vous avez un autre avis. Ou si vous avez un autre avis. Si vous avez un panneau très content, vous pouvez, c'est autorisé. On passe directement, d'un coup d'un seul, à la lettre F comme Final Cut Pro. Là, du coup, on va dans le monde Apple. Un simple clic maintenant dans Final Cut Pro permet d'améliorer la qualité sonore. Et moi, je mettrais le point là, Thierry, à qualité sonore. Parce que toi, dans le titre que tu me donnes, tu dis la qualité sonore de la voix. Non, si vous n'avez pas une bonne voix, vous n'avez pas une bonne voix et ça va pas s'arranger avec le Final Cut Pro. Il faut être très clair là-dessus. Si vous avez une voix de garage, ça n'ira pas. Donc, c'est la qualité sonore qui est améliorée, Thierry. De la voix, oui. Tout à fait. Autant je haïssais ce logiciel parce que moi je suis un amoureux de Final Cut quand il avait vu le jour par et pour les cinéastes, autant je dois reconnaître que l'avènement de ces nouvelles fonctionnalités sur cette version qu'on appelait FCP X pour Final Cut Pro X ou Final Cut Pro FCP pour les intimes sont de plus en plus intéressantes et c'est pas avec fanfare ni trompette, tambour ni trompette que je cherchais toutes les variantes que Apple a annoncé ces nouveautés parce qu'en fait il y a plein de nouveautés. Alors moi je m'attarde sur celle-ci parce qu'il y en a une qui est vraiment bluffante maintenant, c'est le tracking de déplacement sur un objet, sur un détail. Gros, tu lui dis ça c'est mon visage. C'est pas tout neuf, mais maintenant c'est beaucoup plus simple et c'est sans. Oui, dans Final Cut, c'est tout neuf, mais c'est pas tout neuf dans la technologie, mais c'est tout neuf dans Final Cut et gratuit dans l'application, puisqu'effectivement, on n'a plus besoin de passer par un plugin. C'était le cas aussi pour le son. Pour juste faire une petite parenthèse, là, pour cette détection, vous repérez un truc, comme par exemple le visage, et en un clic, il va suivre, il va faire du motion tracking, puis vous mettez un effet de flou, bien de mosaïque, et voilà, vous avez anonymisé une vidéo, par exemple. Mais c'est pas ça, moi, que je voulais vous parler, c'est tout ce qui concerne le son. C'était déjà pas mal, mais c'est vrai que par exemple, vous faites une interview, le micro est trop loin, ou en pire encore, il est complètement off, et puis il y a juste le son de la caméra, puis on entend quelqu'un parler, mais malheureusement, il y a trop de bruit aux alentours. Il y avait déjà quelques fonctionnalités de base dans Final Cut pour essayer d'isoler, parce que notre voix, la voix humaine, c'est un range de fréquence, c'est pas à toi, Marc, que je vais apprendre ça précis, et donc du coup, le logiciel nous aidait un petit peu à récupérer ça. Alors, je vous parle pas du mec qui parle à 200 mètres, on l'entend pas à l'oreille humaine, on va pas réussir à faire des miracles avec un logiciel de montage. Par contre, si effectivement on était à 1-2 mètres de cette personne, mais que malheureusement il y a un peu de bruit autour, on imagine par exemple vous êtes au bord de la mer, comme moi là, 1500 mètres, eh bien cette nouvelle fonctionnalité vraiment en un clic va réussir à isoler la voix
à la mettre en avant. Alors on nous explique, il y a une très belle vidéo, c'est un YouTuber que je vous invite à suivre, dont j'ai totalement oublié son nom. Vous allez en un clic récupérer, isoler la voix par rapport à d'autres bruits. Il s'est fendu d'une vidéo qui a été reprise chez Mac Forever, nos amis franco-suisses qui mettent en avant cette vidéo. La chaîne. Oui, explique-moi encore la chaîne. Oui. Explique-moi encore. Voilà, il est très très bien. C'est le seul gars que je connais qui fait des TikTok avec une RED. Voilà, c'est dit. Oui, mais c'est son métier en même temps. Hein. Il fait voilà, mais il explique pourquoi. Il adore cette caméra. Il l'a là, autant s'en servir et il a raison. Et donc du coup, il s'est fendu justement de quelques exemples que vous aurez loisir d'écouter. C'est vraiment bluffant. Je l'ai pas encore testé. Hein. J'ai fait la mise à jour, mais j'ai pas eu encore l'occasion de le faire. C'est un petit peu une révolution, et surtout derrière il y a de l'intelligence artificielle. J'ai horreur de ce terme, hein, parce qu'effectivement c'est de la bêtise informatique, c'est pas de l'intelligence artificielle, mais du coup grâce à justement ces algorithmes, avec cette couche de intelligence artificielle, on a des résultats vraiment bluffants. Mais je reste amoureux d'un Shure, d'un Neumann ou d'autres grandes marques de micros, parce que ça vaut la peine de soigner vos enregistrements. Ça vous défait pas justement de bien faire attention à ça. J'arrête pas de l'enseigner quand je donne des cours, mais c'est vrai que là, on a franchi une étape assez balèze. Oui, mais une fois de plus, ça n'améliore pas le son de la voix ou du micro. Ça élimine les bruits parasites qui sont autour, le bruit de fond. Ça isole la voix. S'il y a du souffle inhérent à un mauvais enregistrement, si on est dans un milieu bruyant, etc., jusqu'à un certain stade, on peut éliminer le bruit ambiant. Mais on n'améliore pas la qualité de la captation du micro, donc peu importe. Mais voilà, mais c'est déjà très très bien, parce que ça peut sauver effectivement des sessions. Ça peut sauver des enregistrements. Où tout d'un coup on a un bruit par un avion qui passe et des choses comme ça, et qu'on a la possibilité ainsi de l'atténuer tout du moins, et de sauver un enregistrement important. Ben voilà, tant mieux. Mais c'est pas de nouveau, c'est un outil pour se sauver. C'est pas, il faut pas en faire une règle. Oui, ça vous dédouane pas de faire attention à la prise de son. Ouais. Voilà, exactement. Moi, je m'en fous, parce que de toute façon, j'ai un soft. Oui, mais non, mais à ce moment-là, on fait n'importe quoi, et c'est là la véritable dérive. Picaboo avait un truc à rajouter sur le sujet, je crois. Oui, parce que j'ai vu la vidéo et j'ai testé la fonction, puisque moi ça m'intéresse quand je suis dans l'atelier, que je veux discuter pendant que je coupe une planche, et j'ai testé justement. Ça a des limites. Voilà, bien sûr. Et ça, et d'ailleurs même donc le fameux YouTuber qui a testé, qui avait demandé à des gens qui suivent d'envoyer des vidéos pour essayer différents types de vidéos avec différentes configurations, les pires possibles, pour voir si ça marchait ou pas. En fait, il y en a qui ont fait ça devant une boîte de nuit, par exemple, je crois, de mémoire, et en fait devant la boîte de nuit, avec le bazar absolument monumental qu'il y a derrière la personne qui parle, c'est compliqué. Voilà. Oui, mais c'est ça. On arrive à entendre un peu mieux, mais c'est pas ça, quoi. Ça va pas permettre de faire un truc. Pour faire un peu une idée du truc, on utilise tout ça maintenant quand on est en visioconférence pour le boulot, par exemple, le système qui permet d'avoir un faux fond ou un floutage autour de soi, enfin derrière soi, qui donne l'impression d'être derrière soi. Ça perd ses jeunes de temps en temps si vous bougez trop vite ou si vous êtes mal éclairé. Bah là, c'est pareil. Si l'écart entre le son ambiant et la voix est trop juste, le système il pourra pas trouver la différence. Voilà. L'avantage que ça a quand même, il faut quand même le dire, parce que ça c'est une véritable avancée, c'est que on touche, en tout cas, on perçoit moins les modifications qu'il peut y avoir sur les fréquences de la voix elle-même. C'est-à-dire qu'avant, on filtrait, comme tu le disais Thierry, sur les fréquences, les gammes de fréquences, etc., pour essayer de retirer le truc, mais en même temps, on retirait la même gamme de fréquences sur la voix de la personne qui parlait. On partait vite sur la boîte de conserve. Ouais, et voilà, à un moment donné, ça devenait métallique, etc. Alors, il n'y a pas que Apple avec Final Cut Pro qui utilise cette technologie. C'est Nvidia également a une solution en temps réel, d'ailleurs, qui est utilisée par un de nos chroniqueurs,
à savoir David, qui quand il participe à un épisode depuis chez lui, c'est-à-dire en Thaïlande, c'est dans son bureau, et dans son bureau il y a la clim, des ventilateurs, parce que en Thaïlande il fait chaud, la ventilation, etc., et les ordinateurs qui tournent autour. Je peux vous dire que quand il coupe la suppression de bruit, c'est du tout à l'égout. C'est-à-dire que on a l'impression qu'il est dans une soufflerie, et donc voilà. Et donc la preuve que ça fonctionne plutôt de manière efficace. Voilà. Dans certains cas, dans certaines situations, évidemment, mais rien de tel qu'une bonne prise de son, comme tu le disais, Thierry. Et c'est l'essentiel, c'est la base, hein, on va dire, c'est la base. Bon, passons à la suite. Je n'ai besoin de personne avec la lettre H, comme Harley Davidson, Picaboo. Harley Davidson qui, on le sait maintenant depuis quelques années, se diversifie. Hein, il faut se mettre au goût du jour. Alors, il y a encore des Harley Davidson qui font c'est le bruit du moteur. Ah, tu le fais bien. Il y a plein de gens pour qui le c'est essentiel, sinon c'est pas une Harley. Malgré tout, Harley Davidson fabrique aujourd'hui des vélos tout terrain, mais comme tu le dis, Picaboo, qui font mal aux fesses. Problème de selle. à double titre. Donc Harley Davidson a sorti depuis quelques années une série de vélos. Alors, moi, quand je dis motorisé, c'est électrique. Oui, forcément. Principalement. Il y en a aujourd'hui 4 ou 5 qui se baladent. Vous pouvez aller voir sur le site, il y a le lien dans l'article que je vous ai mis. Mais là, ils sortent un vélo qui a la particularité, et c'est ce qui fait la remarque, ce qui fait l'objet de cet article et la remarque du journaliste qui fait cet article, c'est que ce vélo est censé être un vélo tout terrain, ou un gravel, enfin, comment vous voulez l'appeler, ça dépend ce que vous appelez comme ça. Mountain bike. Qui n'a pas, alors qui a des gros pneus, qui sont en tubeless, etc., tout ce que vous voulez, qui a un cadre en aluminium, qui a une selle avec un guidon, tout ce qu'il faut. D'ailleurs, Harley Davidson dit c'est du beau, c'est du grand, c'est du lourd. Il est motorisé avec un petit moteur qui va bien, qui fait, si ma mémoire est bonne, 529 kW. Et qui permettrait de faire 30 à 95 miles d'autonomie, ce qui doit faire dans les 40 ou 50 km jusqu'à 140 km d'autonomie. J'ai un peu de doute sur le 140 km d'autonomie, mais bon, on va dire ça. Par contre, la petite bricole qui chiffonne un peu tout le monde, et moi le premier, c'est pour ça un petit peu que j'ai mis cet article, parce que ça me fait rire, c'est qu'ils ont fait donc un vélo tout-terrain, il n'y a pas de suspension. C'est-à-dire que la seule suspension que vous avez, c'est sur le tube de selle. Je sais pas si vous avez déjà vu ça. Moi, j'ai regardé pour m'en acheter un pour moi, et j'ai vite laissé tomber parce que ça a quand même des limites, surtout avec mon gros poids. Sous le tube de selle, sur le tube de selle, vous avez un petit système de suspension qui est monté sur ressort. Enfin, c'est des articulations un peu spécifiques. Quand vous prenez un choc, en fait, ça s'écrase un petit peu. Voilà. Et mais ça a un débattement de 50 mm. Oui, voilà, c'est juste pour pas se péter le coccyx, quoi. En gros, c'est juste pour pas péter le coccyx. Voilà. Alors, comme le dit l'article, bon, alors moi j'aime beaucoup la gueule du vélo. Beau, hein. Comme tous les vélos d'Harley Davidson, je les trouve assez sympathiques. Ils ont des gros pneus, ils sont bien taillés. Je trouve que ça a vraiment de la gueule. Le prix aussi. C'est le moins cher de la gamme. Oui. Avec pratiquement $4,000, 3,999, c'est pas pour dire qu'ils ont oublié le dollar qui manque, mais voilà, c'est quand même $4,000 pour un vélo qui est un tout-terrain sans lettres. C'est-à-dire vous allez faire un super vélo de ville, ou de campagne, on va dire, mais vous irez pas faire de la montagne avec du gravier, des bosses, de la forêt avec des racines et des machins. C'est le moins cher de la gamme. Je sais pas si tu as précisé, parce que la gamme, elle s'étage entre les $4,000 et jusqu'à $6,300, enfin euros en l'occurrence. C'est quand même assez. Ça fait mal. Ceci dit, à l'équivalent d'autres marques, c'est pas très cher. Oui, parce qu'il y a une espèce d'inflation sur le prix du vélo électrique de manière générale, et le look fait beaucoup, etc. Et ici, c'est la marque qui fait quelque chose aussi. On achète une marque. Alors, si vous vous en voulez un, dépêchez-vous. Je vous le donne. Il n'y en aura que 1050 de fabriqués. Ah bah oui, en plus il y a la rareté. Voilà. Dont 525 seront uniquement destinés aux États-Unis. Donc il en restera 500 et quelques pour le reste du monde. Oui. Autant vous dire qu'il faut vous dépêcher.
Oui, parce que déjà les Émirats arabes qui vont en prendre 10, 15. Donc non, mais c'est une belle bête, comme on dit, mais il y en a d'autres. Pour le coup, voilà, c'est vrai que les prix de ces machins-là, c'est le prix j'allais presque dire d'une petite voiture, d'une grosse moto, on va dire. Et voilà, voilà. Si on est collectionneur Harley-Davidson, c'est nickel. Faut acheter toute la gamme. Non, parce que les collectionneurs Harley-Davidson, pour eux, ça marche pas, ça fait pas repotop. Ah, mais le collectionneur Harley-Davidson, il veut les petites floches au bout des poignées de vitesse. Je pense qu'en descendant une belle montagne avec des bosses partout, je pense que tu peux faire Ah oui, mais tu vas faire oui, mais c'est pas le moteur qui fera J'invite les futurs possesseurs de ce vélo à venir essayer ici. Oui, c'est ça, faire quelques descentes à les uns. Mais c'est alors le coup des ressorts sur la selle, ça fait penser. Là, par contre, en fait, il y a une imagerie. Si tu prends les très vieilles Harley-Davidson, les très vieilles motos de manière générale. Oui, je pensais à ça. Les selles étaient comme ça, elles étaient montées sur ressort. Donc là, on reprend des codes entre guillemets qui sont. C'est peut-être le seul d'ailleurs par rapport à l'engin. Non, c'est pas un truc particulier. C'est des tiges de selle comme ça, on en trouve. Oui, bien sûr. Partout, on peut en mettre sur n'importe quel vélo. C'est pas une nouveauté. Non, c'est juste le seul truc qu'ils ont voulu mettre, quoi. C'est tout. Ouais, c'est ça. Voilà. Et pour se dire, tiens, ça fait un peu vieille moto, on va faire ça, machin. On n'a pas le repotopoteux, mais on a les ressorts. L'excuse, je trouve que l'excuse quand même, le prétexte commercial pour vendre ce vélo sans amortisseur, c'est quand même extraordinaire. C'est-à-dire, c'est pour faire en sorte que la personne qui est dessus sente bien la route quand même. C'est quand même c'est qu'elle soit au plus proche de la route. Des fois que tu te sens pas bien, tu vois, tu dis oh là là, ça flotte. Tu vois, c'est comme à un moment donné, on disait quand on allait dans, c'était quelle marque de voiture, c'était les Rover, je pense, qui avait une très très bonne suspension avec un système. C'était les premiers à utiliser des barres anti-roulis, donc ça virait, quand ça tournait, on est bien, hein, c'est confortable, machin, etc. Non, mais je suis malade. Voilà, là, on n'est pas malade, on sent bien la route, hein, ça tape bien et. Ceci dit, on a fait plein de vélos et du VTT en l'occurrence, sans avoir besoin d'une assistance à l'amortissement non plus. Hein, il faut être très très clair. C'est voilà, là aussi c'est un petit. Enfin, il est lourd. Il est lourd quand même avec le moteur et compagnie. Bien sûr. En plus, ça doit faire mal aux pépettes. Tiens, il y a un N, c'est Imagen, c'est I comme Imagen. Quelqu'un a laissé un N à Image. Pourquoi, Thierry c'est pas une faute de frappe. J'avais essayé d'ailleurs d'en corriger quelques-unes dans la conduite en cours de route. Non, alors c'est bien le nom de cette intelligence artificielle. Encore. Exactement. Encore. Je viens qu'avec ça aujourd'hui dans ce podcast, puisque voilà, Google a envie de faire une petite démo. Alors attention, la démo, vous allez être vite frustré, hein, comme moi j'ai été quand je suis allé voir les différents sites. La démo, elle est très limitée. Google argue qu'effectivement, ils ont peur des dérives de ce qu'ils ont sorti comme monstre. Alors, on va faire très court. En gros, vous tapez « Je veux un chien bulldog avec des lunettes de soleil jaunes en train de faire du skate dans la rue avec un peu de forêt derrière ». Et ben voilà, cette simple phrase va se transformer en une image. C'est bluffant parce qu'effectivement, les images que vous allez découvrir dans les liens que vous allez trouver dans la description, eh bien, sont entièrement faites au travers justement de ces phrases. Alors pour le moment, c'est sur de l'anglais, mais c'est pas très très compliqué. J'ai en tête ce cerveau posé sur une roquette, une petite fusée de couleur rose sauf erreur. C'est criant de vérité parce que l'image, c'est pas quelque chose de rafistolé. Vous verrez justement le petit cerveau. Voilà, c'est une roquette rouge, voilà, une petite fusée rouge. C'est joli. Ben en fait, elle est en plus jolie. Hein, le rendu est assez bien fait, assez réaliste, et c'est que ces quelques mots qui ont permis à ces images d'exister. Alors, c'est vrai qu'il faut prendre tout ça avec des pincettes puisqu'on peut pas tester cette application, cette intelligence artificielle, on peut pas la mettre à l'épreuve. Mais si tout ce qu'on voit avec la démo de Imagen de Research Google fonctionne,
ça commence à faire peur, puisqu'en gros, on peut imaginer toutes sortes de choses. Vous tapez le nom d'une personne, le nom d'une ville ou d'un décor ou une situation, et vous allez vous retrouver à avoir effectivement une image qu'on pourra plus analyser avec Photoshop. Il existe toujours sur Photoshop et d'autres technologies maintenant des filtres qui permettent de voir qu'est-ce qui a été modifié dans une image, qu'est-ce qui a été retouché. Là, c'est from scratch, hein, c'est vraiment une intelligence artificielle qui sait ce que c'est, par exemple une fusée, un cerveau, la couleur rouge, la lune, et qui est capable d'assembler tout ça pour faire des clichés véritablement bluffants. Alors on peut aller s'amuser un petit peu. La démo, elle est un petit peu conduite, hein. Elle est très frustrante parce que vous n'allez pas pouvoir vous taper une phrase. On va vous proposer de simplement varier quelques mots, mais ça vaut la peine de s'y pencher. On franchit une étape supplémentaire assez importante, là où effectivement à l'heure des deepfakes, on en parlera effectivement dans le bonus. On n'arrête pas de parler d'intelligence artificielle dans ces épisodes. Sont les débuts de la fin. Il y a des solutions pour les contrer, mais je pense que ces solutions vont être de plus en plus réduites. Ceci dit, un raton laveur avec un casque d'astronaute, c'est pas non plus la fin du monde, hein. On se doute bien que c'est un petit montage. Mais effectivement, si ça conduit à plus de dérives et que c'est aussi simple que ça, c'est surtout la manière dont c'est simplifié. Là, je trouve que c'est plutôt, il y a un petit côté, c'est rigolo. C'est presque artistique, presque poétique. Ouais. Mais je crois que c'est fait exprès. Je pense que je crois que c'est fait exprès. Pour nous séduire un peu. Google vient, Google vient avec sur la pointe des pieds là-dessus. Puis en même temps, ils t'avertissent. Vous n'allez pas pouvoir tester le truc parce qu'on a peur des dérives. Parce que j'imagine que ça a déjà été testé. En gros, le nom de personnalité importante, de lieu, de fait, de choses comme ça, va pouvoir aussi être ingéré par cette intelligence artificielle, et donc ça laisse sous-entendre pas mal de mauvais usages. Donc je pense que Google vient ici avec Imagen sur le fait que on va être poétique, coloré, rigolo, mignon, pour faire oublier ce qu'il y a comme véritable danger derrière. Alors par contre, je sais pas quel usage est prévu derrière, parce que d'une part, on peut pas toucher, on peut pas tester, mais d'autre part, pourquoi cette annonce? Si vous avez une idée, si vous avez des pistes, ou vous avez un avis, allez-y, lâchez-vous dans les commentaires. Moi, ça m'intéresse parce que là, je me creuse la tête à savoir pourquoi Google fait cette annonce. Oui, de nouveau, c'est un effet, c'est une démonstration de quelque chose, c'est une démonstration, ça c'est sûr, mais auquel on peut pas toucher. On avait déjà eu ça avec un autre truc qui nous avait annoncé, on pouvait pas chipoter avec non plus. Voilà, à un moment donné, il va falloir commencer à montrer qu'ils sont capables de le faire, parce que là, franchement, ça commence à bien faire. Je sais pas ce qu'en pense Picaboo, s'il a un avis là sur la question ou pas, c'est Google. Alors. Juste, je trouve ça vachement bien. Je trouve ça vachement rigolo parce que ça permettra d'éviter à ceux qui savent pas dessiner de se prendre la tête pendant 8 jours avec Photoshop. Voilà. Par contre, je présume que si Monsieur Google est capable de fabriquer des algorithmes, pas une intelligence artificielle parce que je vois pas où l'intelligence là-dedans, mais c'est un algorithme capable de générer ça. Ils sont aussi capables de faire un algorithme qui va limiter un certain nombre d'excès sur la même prestation. Donc, s'ils le veulent, monsieur, s'ils le veulent. Voilà. Tant qu'il s'agit de dessiner un chien, qui fait du skate, c'est un chien avec un chapeau. C'est carrément une photo. Et on reparlera. Et on reparlera de la façon de traiter ça dans le bonus. Voilà, je suis par exemple comme ça. Voilà, merci, parfait. Merci de le signaler. Il y aura donc un bonus. Je suis impatience. I comme impression, après I comme Imagen,
impression 3D, puisque Picaboo est des nôtres, et vous le savez, c'est sa marotte. Dans son atelier, il y a tout ce qu'il faut pour imprimer en 3D. Et Google, non pas Google, encore Google. Ils sont partout. Ils sont partout, c'est terminé, on est foutus, on est cerné. Deux entreprises grand public de l'impression 3D qui fusionnent Picaboo. Et ça, c'est important quand on est à ce point comme toi, accroché à ces outils. Alors, grand public, oui et non. C'est-à-dire que, on va les citer tout de suite, c'est-à-dire MakerBot et Ultimaker, qui ont annoncé vouloir fusionner pour créer une entité regroupant tout leur savoir-faire, le savoir-faire de ces deux entreprises. Pour rappel, MakerBot et Ultimaker sont les deux des premières entreprises à s'être lancées de façon commerciale et pour monsieur et madame tout le monde, dans l'impression 3D sur la base de la technologie RepRap. C'était il y a 10 ou 15 ans, pour être clair, et ces deux entreprises ont beaucoup évolué, ont fait beaucoup évoluer d'ailleurs les technologies qui vont avec, sur l'impression 3D. MakerBot, par exemple, fabrique beaucoup d'imprimantes, alors qui sont pas des imprimantes comme ce que moi j'utilise, parce que c'est quand même des imprimantes haut de gamme, avec un prix haut de gamme également. Ouais. C'est-à-dire que ça reste, c'est pas du professionnel encore, mais c'est plus non plus de l'amateur. Une imprimante comme ça vaut dans les 4 000 € par exemple. Voilà, de chez eux. Ils ont aussi, pour MakerBot, la particularité d'avoir un site très connu de partage de modèles 3D. Ah oui, c'est eux. Oui, c'est juste. Qui est Thingiverse, qui est le plus grand site de partage de fichiers 3D aujourd'hui, fichiers 3D gratuits la plupart du temps. Voilà. Ultimaker, eux de leur côté, alors MakerBot est américain, a été créé aux États-Unis en 2008, je crois. Oui, c'est ça. Et Ultimaker a été créé plus ou moins dans les mêmes, à la même époque aux Pays-Bas. Et eux font aussi des machines dans les mêmes gammes de prix, dans les mêmes qualités, etc. Avec en plus la particularité de eux éditer un logiciel aussi très très connu dans le monde de l'impression 3D qui s'appelle Cura. Et Cura, c'est probablement le slicer le plus utilisé aujourd'hui, parce qu'il est gratuit, hein, bien sûr, il est libre, le plus utilisé par les gens qui font de l'impression 3D. Aujourd'hui, ces deux entreprises donc ont décidé de se regrouper parce qu'elles se sont rendues compte effectivement que leur marché, le segment de marché sur lequel elles sont, qui est assez haut en termes de tarifs principalement, il a pas évolué comme elles auraient souhaité à l'époque. Il a plutôt évolué vers le bas et pas vers le haut. Ça veut dire que les machines chinoises qui sont arrivées il y a une dizaine d'années ont cassé leur idée de base, et en cassant cette idée de base, eh bien, elles se sont retrouvées comme étant des machines de luxe, alors que les Chinois envoyaient des machines à 300 ou 400 balles en Europe et aux États-Unis, ce qui a un peu cassé le marché. Donc aujourd'hui, elles se regroupent, elles vont mettre le R&D en commun, elles vont mettre un certain nombre d'idées et de prestations en commun. Quid de ce que vont advenir les logiciels comme Cura ou le site de partage de fichiers comme Thingiverse, qui aujourd'hui sont les principales sources et les principaux outils pour les makers comme moi ou comme d'autres qui utilisent l'impression 3D. On ne sait pas encore ce qui va se passer. On ne connaît pas non plus le nom de l'entité qui va être générée par ça. On devrait le savoir normalement au deuxième ou troisième trimestre de cette année, puisqu'ils sont en train de discuter entre eux pour savoir les modalités de mise en œuvre de cette nouvelle entité. Ils vont regrouper les équipes, ils vont marier tout ça, voilà. On en saura plus, je pense, d'ici quelques semaines, pour savoir ce qui se passe exactement et à quelle sauce vont être mangés tout ce qui se proposait à l'origine, qui était, entre parenthèses, qui étaient des bons outils, hein, faut reconnaître. Cura, c'est bien. En plus, la dernière version vient de sortir. Elle a pas mal d'options que n'ont pas d'autres slicers, voilà. Thingiverse a été revu il y a quelques années, a été repensé et remis en œuvre, parce qu'ils ont eu des problèmes de sécurité, etc. Bon, voilà. Ils ont remis en œuvre leur truc, ça marche plutôt bien, c'est utilisé par beaucoup de monde, voilà, il faut voir ce que ça va donner au final.
Effectivement, quand ce que tu proposes en gratuit fonctionne super bien et que tu as des difficultés à vendre ce qui est payant, c'est un peu ça le problème aussi. C'est aussi l'ouverture du marché à des machines certes moins performantes ou de moins bonne qualité, mais plus accessibles. Ça n'aide pas non plus à faire progresser le schmilblick, comme certains diraient, et ça c'est un peu dommage du coup. Mais bon, voilà, on espère que cette association, c'est même plus qu'une association, hein, je pense que c'est une fusion. Hein, ça va être une entité elle-même. Ça va être une entreprise et qui va être. Et ils vont s'orienter vers l'industrie du coup. Ils vont essayer Sera-t-elle américaine ou néerlandaise du coup? Parce que les deux perdurent avec le contrôle commun sur l'entité. Ouais. Ok, d'accord. Ok. Bon ben voilà, affaire à suivre comme on dit dans ces cas-là. On verra bien et tu n'hésiteras pas à nous rapporter ce que tu as pu voir et ce que ça va apporter des choses bien aussi. Hein, positif. Oui, ça peut être très intéressant. Ça peut être très intéressant. Je sais pas si Thierry avait une petite opinion là-dessus ou pas. Non, c'est pas moi le spécialiste de l'impression. J'ai beaucoup d'admiration pour ceux et celles qui font de l'impression 3D parce que quand je vois les logiciels, le mot slice ou slicer, j'ai enfin compris ce que c'était. Non, chapeau. C'est comme ton t-shirt, il est découpé en tranches. Voilà, c'est ça. Exactement. Voilà. C'est ça l'idée. Et donc le MakerBot, vous avez tous compris que c'est la Harley Davidson des imprimantes et il n'y a pas d'amortisseur. C'est un peu ça. Et ça fait du potin, normalement, un peu. Quoique celui-là, il a l'air d'être bien... Enfin bref. Je l'ai mis à la lettre K comme Kilmer, l'acteur Val Kilmer en l'occurrence. On va parler un peu de Top Gun, puisque là aussi il y a de la technologie évidemment. On en a déjà un tout petit peu parlé dans un épisode quand certains journalistes spécialisés cinéma avaient pu voir le film et avaient eu quand même un bon retour en tout cas sur l'aspect cinématographique, la captation des images, etc. Il y a pas tellement d'images de synthèse en fait. Mais bon, la synthèse, par contre, on l'a mise plutôt du côté du son, manifestement, Thierry. Eh oui, on continue avec l'intelligence artificielle, si tant est qu'on puisse garder ce terme que j'ai en horreur. C'est nos amis justement de la prod de Top Gun Maverick, hein, c'est son nom. Je crois plus de 30 ans après, le film revient avec un Tom Cruise qui a presque pas changé, mais qui à l'époque avait été aussi un tremplin pour... Mais non, mais c'est là qu'est l'intelligence artificielle. Alors l'intelligence, elle est sur un autre niveau, elle est pas artificielle. Alors oui, il y a un truc artificiel, mais c'est pas de l'intelligence pour ce qui est de Tom Cruise. On le salue au passage s'il nous écoute. T'as le droit de mettre des pouces en l'air et des étoiles. Oui, voilà. Évidemment. Salut Tom. Salut. Voilà. Non, mais ça a été à l'époque un tremplin pour un acteur, Val Kilmer, qui donnait un petit peu la réplique, un petit peu beaucoup la réplique à Tom Cruise dans ce premier opus de Top Gun. Et bien c'est en découvrant cette news que j'ai appris que la carrière de Val Kilmer s'est un petit peu arrêtée en plein vol parce que le pauvre monsieur en 2015 a eu les premiers dégâts d'un cancer de la gorge. Il a perdu quasiment sa voix, même si on lui a fait des trachéos, des choses comme ça. Et vous savez, la petite boîte vous mettez contre le cou pour parler, en fait, il est tellement amoindri par cette maladie qu'il peut pratiquement plus parler. Il est quasiment aphone parce que c'est très douloureux. Il y a un documentaire assez intéressant sur son histoire. C'est son fils qui prête sa voix pour faire la narration. Un documentaire qui nous explique tout ce qui lui est arrivé parce que c'est vraiment un acteur qui était promis à une très belle carrière. On l'a vu dans pas mal de films. C'était en pleine ascension et malheureusement c'est la santé qui a eu raison de lui. Et justement dans Top Gun Maverick, on fait un clin d'œil, on fait un retour à Val Kilmer, affaibli. Alors moi j'ai pas vu le film, je connais pas le fin mot de l'histoire. C'est plus qu'un clin d'œil, c'est plus qu'une référence. Il joue son rôle dans cette une séquence qui est très attendue par les fans. Mais voilà, il fallait trouver une solution pour sa voix parce qu'il fallait non seulement peut-être utiliser des
des trucages vidéo. Alors là, pour le coup, comme tu l'as dit, Marc, pour tout ce qui est scène aéronautique, a priori, on n'en utilise pas, comme ils avaient déjà été fiers de le mettre en avant à l'époque. Mais pour les acteurs, il semblerait qu'il y ait 2-3 petites retouches, que ce soit même peut-être aussi le cas pour Tom. Mais pour Val Kilmer, il fallait trouver une solution pour sa voix. Et dans ce documentaire, on apprend que la cause qu'il avait envie de défendre, la perte de sa voix, l'a poussé à s'associer avec une start-up pour donner dans l'intelligence artificielle. Le lien que vous trouverez en description, c'est Val Kilmer qui a été synthétisé. Donc le texte que vous allez découvrir dans une vidéo YouTube où il n'y a pas d'image, puisque c'est juste un bout de texte, c'est sa voix. C'est bluffant de réalisme, les intonations, les pauses, les choses comme ça. Et c'est cette technologie, je vais vous redonner le nom, c'est la société Sonantic.io qui est venu à la rescousse justement de Val Kilmer pour que cette scène très attendue par les fans puisse exister au sein de ce film. Alors autant je vous l'ai dit, je suis pas fan de l'appellation de intelligence artificielle, autant là je trouve que la prouesse technique et humaine aussi est très intéressante. Je trouve c'est aussi très touchant de savoir que il y a une espèce d'hommage qui a été rendu à cet acteur, parce que j'ai découvert un parcours humain vraiment bluffant, mais aussi très triste avec ce qui lui est arrivé. Je vous invite à aller voir ce documentaire. Et puis je crois que je vais aller voir ce film pour aller voir cette scène, parce que j'ai envie de voir en VO, bien évidemment, comment c'est restitué, parce que là, je trouve que c'est intelligent, comme ça a été fait, de faire de l'hommage, de replacer un des protagonistes importants de ce film, et en plus, d'utiliser la technologie pour subvenir à un problème. Il faut savoir que l'acteur a quasiment juste bouger sa bouche, fait des labiales comme on dit dans le jargon, pour coller à la voix qui allait être reposée sur son acting. Voilà. Je rassure la famille du comédien qui double Val Kilmer en français, il va très bien. Voilà, il fallait le préciser. On parle bien de sa voix à lui, parce que des fois, les gens... sa voix... voilà. Mais c'est drôle ce que tu dis, parce que... Je sais pas si c'est drôle. Non, mais ça me fait penser à notre ami Bruce Willis qui arrête sa carrière, et la voix française est décédée il y a quelques mois. Donc hasard du calendrier, je sais pas. Et il arrête lui-même sa carrière d'acteur. Oui, exactement. Il a des problèmes pour formuler. C'est pas sa voix, c'est des problèmes c'est un peu comme moi quand je suis fatigué. Lui y arrive plus non plus. Et donc voilà. C'était la petite séquence cinéma. Et il en fallait une dans cet épisode. Et c'était celle-là. Et si vous avez envie d'aller voir Top Gun Maverick, allez le voir pour cette séquence-là, mais pour toutes les autres aussi peut-être. Ça reste un bon divertissement, paraît-il. Bon, voilà. J'imagine aussi. Il était très bon dans The Doors, Val Kilmer. Enfin bon, je ferme la parole. Oui. Picaboo, on continue avec toi. Positron V3. C'est quoi cette histoire? On a l'impression d'être dans un dessin animé des années 70. Positron C3. Plus de 10 000 heures de travail do it yourself pour un nouveau concept d'imprimante 3D. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'un projet que j'ai découvert via YouTube, qui est un projet d'un maker. Qui a passé alors pas 10 000 heures, 1000 heures déjà, c'est pas mal, à développer une nouvelle imprimante à sa sauce. Il avait une idée de base sur la base d'un constat des défauts des imprimantes. Alors je vais faire rapidement juste un petit rappel de ce qui existe aujourd'hui. Vous avez les imprimantes FDM, dépôt de filament. Vous avez un plateau avec une tête qui bouge au-dessus du plateau et ça monte votre volume. Ça entasse les couches et ça monte votre volume. Vous avez les solutions résine qui sont un plateau qui descend dans un bac de résine et le plateau monte alors que la résine est solidifiée par le bas. Bon, voilà les deux principes, on va dire les grands principes, sans aller dans le détail, de ce qui se fait actuellement. Lui, il avait une autre idée et plusieurs contraintes à s'appliquer. Il voulait que la stabilité, il voulait la précision, il voulait le transport et il voulait que ce soit fabricable par tout le monde.
Il a donc passé plus de 1000 heures à développer, alors il en a fait, je crois, 4 ou 5 prototypes au global, pour arriver au final à une petite machine qui rentre dans une boîte, je vais vous montrer en vidéo, vous le verrez, dans une boîte comme ça, une boîte de filament qui fait 20 cm par 20 cm par 7 cm d'épaisseur. Ouais, c'est tout petit. Son imprimante peut être pliée et rentrer là-dedans. Voilà. Elle pèse je ne sais plus combien de kilos. Elle imprime à 250 mm secondes. Pour vous donner un ratio, celle que j'ai à côté de moi imprime entre 50 et 100 mm secondes. Voilà. Celle-là imprime à 250 mm secondes. Elle a un volume d'impression un peu petit, mais faut reconnaître, pour rentrer dans une boîte comme ça, faut pas être très grand. Donc de 18 par 18 par 18, un cube, voilà. Et elle montre à une température de 250 degrés. Celle que j'ai à côté de moi ne montera jamais à 250 degrés. Ça fondra les plombs avant. Voilà, c'est le principe. Le truc de cette idée-là, c'est que le gars a passé 1000 heures à développer son système, qui se fait en fait, il a tout réimaginé. Vous avez en bas un pied dans lequel toute la motorisation et la tête se déplacent. Il a donc réinventé la tête d'impression, il a réinventé la mise en place des moteurs, il a trouvé la carte, la mini-carte mère qui permet de faire fonctionner son système, il a réinventé les courroies, il a réinventé les poulies, la façon de mettre en place les poulies, il a réinventé le bras qui tient le plateau, qui monte et descend. C'est lui qui a inventé le plateau, puisque le plateau, il l'a développé lui-même en intégrant un plateau en verre avec un système. Alors, vous savez où il a été chercher le système de chauffage du plateau. Il a vu ça sur un pare-brise arrière de voiture, dans lequel il a vu qu'effectivement il y avait des filaments qui passaient dans le pare-brise arrière de sa voiture et ça chauffait le plateau. Il a trouvé ça là-dessus. Il a donc développé tout un tas de technologies. Il a refait la tête d'impression en faisant une tête d'impression qu'on ne pense pas pouvoir fonctionner, parce que si vous posez la question à des makers classiques, ils vont vous dire c'est pas possible. Une tête d'impression qui a une tête d'impression à l'équerre. Voilà, à 90 degrés. Toute état d'impression que vous voyez aujourd'hui, c'est où le filament rentre direct, il sort direct. Il n'a pas un virage à faire. Là, il a fait une tête d'impression qui fonctionne et qui sort à l'équerre. Bon, super, voilà. Et ça fonctionne. Bon, il a développé le truc et il met les plans gratuits sur Internet, sur GitHub. Je vous ai mis le lien. Si vous voulez vous fabriquer la machine, aujourd'hui, les plans sont disponibles. Vous pouvez vous fabriquer vous-même la machine. Il faudra être très bricoleur, il faudra aller chercher très loin. Lui, dans sa vidéo, ce qu'il vous explique à la fin, dans le lien de la vidéo que je vous ai mis, c'est qu'en fait, il espère qu'une société, une entreprise de fabrication de machines, c'est pas Creality, MakerBot ou Ultimaker, je ne sais pas, prendra le principe et l'industrialisera. Voilà. Lui, c'est son idée pour dire, voilà, cette petite machine, elle peut être transportée partout et par n'importe qui, dans un sac à dos. Ça peut être très utile pour faire des démonstrations à quelqu'un sur un chantier, pour imprimer une pièce de réparation sur je ne sais quel site, ou quand vous êtes à la campagne, voilà, n'importe quoi. Quand tu pars en voyage dans ton van. Dans un van. Voilà. J'ai pas osé dire. C'est son idée et il met ça gratuitement à disposition. Voilà son travail. Je trouve que c'est un travail de j'en connais deux dans l'équipe qui vont être excités par ce truc-là. Moi, j'en connais en plus de tours. Je veux dire, Benoît et Xavier, à mon avis, ça va les. Ouh là là, une imprimante 3D de voyage. Viens chérie, on part en vacances. Rien que pour l'imprimante. mais c'est ça. C'est au lieu de la plage, t'es dans ta chambre d'hôtel en train d'imprimer des trucs parce que t'as l'imprimante Positron V3. Déjà, Positron V3. Ça envoie du bois, quoi. Ça envoie du bois. Ça en jette. Ça en jette, effectivement. Ok, super. Bon, on a mis tous les liens vers la vidéo, vers les sources. Donc, allez-y. Vous avez une semaine pour vous y mettre et vous nous envoyez les photos de vos réalisations. C'est comme ça que ça va se passer. La semaine prochaine. Voilà. Il nous reste quelques minutes pour conclure cet épisode, mais avant cela, bien sûr, la lettre V, V comme Van Life, justement, Thierry, évidemment, il est un petit peu obligé quand Thierry Van Life. C'est Mercedes Sprint, c'est un prototype plutôt, basé sur un Mercedes Sprinter que tu nous proposes.
Exactement, depuis ma montagne au bord de la mer à 1500 mètres. Oui, effectivement, c'est probablement le plus cher des modèles qu'on pourra jamais s'acheter. C'est nos amis de Emert Fahrzeug qui font ça, et on les découvre avec notre célèbre YouTuber qui se fait appeler German Television. Je sais pas pourquoi il choisit ça, mais je l'avais croisé, on s'était croisé par vidéo interposée au Bern camping salon, enfin je sais plus le terme, parce qu'il voyage beaucoup, ce monsieur, il est allemand hein, forcément, avec un nom pareil, et il est allé à la rencontre de Emert Fahrzeug qui c'est un peu des cinglés qui se disent tiens, on va prendre un Sprinter, on lui rajoute un essieu, hein, donc c'est ce qu'on découvre à l'image, et il y a 6 roues, il y en a pas 4, il y en a 6, et puis il a une longueur de malade, donc on est bien au-delà des 6 mètres, des 6,36 voire des 7 mètres, et les images qu'il partage avec nous dans sa vidéo montrent déjà à quoi ça va ressembler. C'est juste insolent, tellement il y a de la place, tellement c'est grand, tellement c'est spacieux, tellement c'est Mercedes. Je vous mettrai le lien de chez Emert Fahrzeug parce qu'ils se sont carrément fondus d'une page web où on peut se déplacer en 3D dans le véhicule. Alors je vous avertis, mettez vos lunettes de soleil parce que c'est un peu kitschounet, on est sur le doré, sur le jaune, sur le blanc. Oui, c'est ce que j'allais dire. Forcément, voilà, oui, alors je pense qu'on a déjà une petite idée du public qui est visé par ce van aménagé. J'ai envie de croire que ça sera un véhicule qui va partir sous des latitudes un peu plus chaudes. Moi, sincèrement, je me vois mal aux commandes d'un véhicule comme celui-ci parce que si cette déco elle est imposée, très très peu pour moi. Mais voilà, il est encore possible d'inventer dans le monde de la van life avec des véhicules improbables. Et puis l'autre point qui est pas très clair, c'est est-ce que c'est un 6x6 puisque il y a 6 roues, ou est-ce que c'est un véhicule à traction? J'ai envie de croire que comme il le laisse sous-entendre, effectivement, c'est une traction intégrale sur les 6 roues. Dans la vidéo, on voit un peu l'avancée des travaux. Le véhicule ne bouge pas. J'imagine encore une fois que ça confirme le type de client. Non, mais peut-être ça confirme le type de clientèle à qui ça s'adresse. C'est de la van life vraiment, imposante, vraiment volumineuse, on va dire. Voilà. Il y a certainement une clientèle fortunée pour ce genre d'objet, mais très honnêtement, moi je trouve pas ça. Enfin, je trouve pas ça attrayant. Déjà, on voit l'arrière, c'est une chambre à coucher, c'est un lit jumeau. Enfin, il y a pas de fenêtre. Enfin, ça te préserve de la chaleur extérieure, peut-être. Oui, mais en même temps, ça conserve aussi les gaz. Après une nuit de sommeil, c'est quand même un peu. Voilà, t'as une clim, donc du coup, tu peux consommer. C'est un véhicule. Je vais même pas essayer d'imaginer combien il coûte. Et puis c'est l'occasion de se dire qu'il y a un marché qui est sec. On en parlait hors caméra avec Marc. C'est très difficile maintenant de trouver des bons véhicules si vous voulez vous y lancer. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions par rapport à ça, parce que effectivement, je me retrouve avec plein de gens qui le font spontanément pour me poser la question de savoir comment le faire. C'est pas forcément la bonne période, c'est pas forcément le meilleur moment pour trouver du véhicule. Et puis, d'un autre côté, il y a des gens qui ont des gros moyens. On avait déjà vu chez German Television et d'autres youtubeurs, d'autres constructeurs allemands qui font des véhicules de malades sur lesquels, là, c'est plutôt du domaine du poids lourd, de l'autocar, sur lequel vous glissez votre Porsche, vous glissez votre voiture. Le truc que tu nous as montré, il est pas en 3,5 tonnes, hein. Ça, j'y crois pas au seul instant. Oui, non, ça c'est sûr et certain. Et puis c'est l'occasion c'est l'occasion pour moi de faire comme Picaboo, de faire un petit peu de teasing, puisqu'on va continuer à parler équipement van life dans le bonus. Voilà, ce qui fait le lien, parce que là, effectivement, technologiquement parlant, oui, c'est un Mercedes Sprinter, on a rajouté un essieu. Et puis on a mis plein de trucs sympas. On a compris. Oui, c'est bon.
Voilà donc pour la conclusion de cet épisode 355. Je pense que là, vous avez bien compris qu'il y avait un bonus. Hein. pas besoin. Le message est clair. Mais si ça se trouve, il est peut-être déjà là. Allez jeter un œil. Ça dépend un petit peu à quel moment vous écoutez cet épisode 355. Nous, on l'enregistre le jeudi, comme le bonus d'ailleurs. Et puis après, on vous le distille la semaine qui suit. Merci Picaboo. On se dit donc à très vite, hein, du coup. Et puis merci également à Thierry, à qui on dit bonsoir, au revoir. À bientôt. Bienvenue. À bientôt. Ciao, ciao. Et moi, je vais aller faire dodo. À très bientôt. Salut.